Donc, pour ce soir, nous allons donc parler de votre dernier livre, Le Bon Cœur. Il y a donc, je ne sais plus exactement, mais ça doit faire 587 ans, à 2 jours près, mourait Jeanne d'Arc. Sur le bûcher, je suis désolée, j'ai raconté la fin. Mais bon, vous la connaissiez déjà peut-être. Voilà, donc sur la place du Vieux Marché à Rouen. Et donc, encore un coup des Anglais. Et donc, cette histoire vous a donné donc l'occasion de ce roman. Et donc, je vais laisser à Sylvie le soin de nous parler de faire une petite biographie, pour démarrer. Donc, je vous explique en quelques mots. En fait, on fait 3/4 d'heure comme ça de questions-réponses. Évidemment, s'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Et ensuite, on fait un petit temps de convivialité avec un pot et puis des dédicaces si vous le souhaitez. Et des rencontres un peu plus personnalisées. Voilà. Donc, Sylvie, à toi de faire la bio. Donc, bonsoir. Alors, Michel Bernard, vous êtes énarque et vous êtes sous-préfet du Val-de-Marne. Vous êtes aussi l'auteur d'une douzaine de romans, dont plusieurs ont été couronnés de prix littéraires. Et justement, Le Bon Cœur vient d'obtenir le prix France Télévisions 2018. Donc, précédemment, vous aviez publié Les Forêts de Ravel et 2 remords de Claude Monet. Donc, 2 livres dans lesquels vous évoquiez des événements et des périodes particulières dans la vie du musicien Maurice Ravel et du peintre Claude Monet. Dans Le Bon Cœur, vous revisitez l'histoire de Jeanne d'Arc, une histoire connue, reconnue, une figure qui a été souvent récupérée, qui a été malmenée. Et le livre commence donc lorsqu'elle se rend chez le seigneur Robert de Baudricourt et qu'elle lui demande de rencontrer le roi. Et puis après, donc, vous la suivez, vous marchez à ses côtés à travers les paysages du nord de la France, et cela nous la rend vivante et proche. Et tel un témoin de cette époque, vous lui redonnez vie. Voilà, alors donc la première question qu'on voulait vous poser, donc cette histoire de Jeanne d'Arc, à la fois connue, peut-être aussi mal connue, il y a eu beaucoup d'écrits sur le sujet. Qu'est-ce qui vous a motivé pour l'écriture de ce roman ? Justement, le fait que l'histoire soit connue, alors ça, c'est pas ça, mais elle est connue et mal connue. Beaucoup de gens pensent, alors les historiens connaissent très bien son histoire, et beaucoup de gens pensent, dans le plus grand public, y compris d'ailleurs dans le public cultivé, beaucoup de gens pensent que c'est un caractère légendaire. Il y a des gens qui pensent carrément qu'elle n'a pas existé, que c'est une invention, des royalistes, puis après des nationalistes, et puis, bon, c'est une minorité. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a beaucoup enjolivé cette histoire. Et non, c'est vrai, tout est vrai. Tout est vrai, et la réalité est encore plus incroyable que ce que l'on sait. Et je voulais, en écrivant un roman, restituer cette réalité. Et en même temps, vous l'avez dit, lui redonner vie. C'est un personnage qui non seulement est méconnu, à la fois connu et méconnu, mais qui en même temps, dans la manière dont on le connaît, est vidé de toute substance humaine. D'une part parce que son histoire est invraisemblable, et d'autre part parce qu'on en a fait le symbole de beaucoup de choses, on a fait toute une mythologie. Et ça la vide de sa substance. Ça en fait, pour ceux qui l'aiment, ou un demi-dieu, ou une folle complète. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la période ? Parce que moi j'ai un peu révisé quand même en lisant votre livre. Où en était la France à ce moment-là ? Qu'est-ce que c'était la France de cette époque qui a vu donc le phénomène Jeanne d'Arc ? C'était une des premières difficultés que j'avais à résoudre. Il y avait plein de difficultés dans ce livre, dans ce projet. C'était une des premières difficultés, c'était qu'on ne peut pas comprendre la personnalité de Jeanne d'Arc, enfin, c'est la comprendre, essayer d'approcher la personnalité de cette jeune fille sans remettre l'histoire dans son contexte. Et alors, si je parle comme ça, on se dit tout de suite ça va être ennuyeux. Il va raconter son histoire, en même temps il va débrosser le contexte.
Et ça fait tout de suite un exposé, et puis l'histoire du personnage qui va se balader dans l'exposé qui est fait de la situation. Donc c'est anti-romanesque, le contexte. Donc il fallait rendre le contexte tout en restant romanesque. Parce que le contexte est infiniment très important. Premièrement, le contexte, et c'est le point essentiel, contexte religieux. Les gens ont la foi. Y compris l'ennemi, hein, évidemment, ils ont la même foi. L'ennemi, l'anglais et les Français ont la même foi. Et c'est une foi qui est indiscutée. À l'époque, il doit y avoir quelques athées, mais c'est très très marginal. Et ils mettraient leur vie en danger en le révélant. Donc le premier élément de contexte, les gens sont très religieux, avec des nuances. On le verra on le voit dans le livre. Hein. Il y a une grande nuance entre la foi de, par exemple, le roi Charles VII, lui est très pieux. Mais il y a d'autres membres de la famille royale qui le sont beaucoup moins. Hein. Et puis carrément les capitaines de l'armée, ils ne vont pas à la messe tous les dimanches. Hein. Voilà. Donc il y a des nuances. Hein. Mais le contexte est très religieux. Et puis aussi, il y a le contexte politique. Pourquoi est-ce que les Anglais... on résume trop, pour se faire une idée de cette période, on pense à la période de l'occupation. Hein. En France, elle est proche de nous, et les collaborateurs, il y a une puissance ennemie et étrangère qui occupe le pays, il y a des soldats ennemis qui occupent le pays. Hein. Mais non, ça ne fonctionne pas, parce que l'armée allemande est là de 40, en France de 40, en gros à 45 pour l'Alsace, alors que les Anglais sont en France depuis, quand Jeanne d'Arc intervient, la guerre de 100 ans est sur la fin. On ne sait pas que ça va être la fin, mais on est dans le dernier tiers, le dernier quart de la guerre de 100 ans. Les Anglais sont là depuis presque 3/4 de siècle en France. Donc Cochon, par exemple, l'évêque de Reims, dont on dit qu'il était inféodé aux Anglais, quand il naît, lorsqu'il est enfant, et qu'il va à l'école, il croise des soldats anglais. Il a l'habitude de vivre avec les Anglais. La situation pour lui est naturelle. Et il trouve normal que le roi d'Angleterre soit aussi le roi de France. Ce qu'il trouve normal, c'est que le dauphin Charles, lui, revendique une couronne qui pour lui revient de droit au roi d'Angleterre. Vous voyez, ce contexte-là est très important. Et puis les Anglais sont là dans l'Aquitaine depuis 2 ou 3 siècles. Puisque le roi d'Angleterre, pour ses possessions d'Aquitaine, qui sont très importantes, hein, est le vassal du roi de France. Donc la guerre de 100 ans est à la fois un conflit, nous disent les historiens, et c'est à la fois un conflit dynastique, parce que le roi d'Angleterre est un descendant de Philippe le Bel. Le roi d'Angleterre a du sang français, la mère du roi d'Angleterre est française, et c'est une princesse de sang royal, c'est une fille de roi de France, la femme du roi d'Angleterre. Et le père du dauphin Charles et le Charles VI, il est devenu fou. Vous voyez. Donc il y a tous ces éléments de contexte qui font que la couronne de France est disputée. Et que, de bonne foi, il y a des gens qui prennent parti, des Français qui prennent parti pour le roi d'Angleterre, et d'autres qui restent fidèles au lignage direct. Donc il fallait donner ces éléments de contexte sans que je les donne comme je le fais en ce moment sous forme d'exposé, mais que ce soit vivant dans le texte, c'est-à-dire qu'on démarre vraiment avec l'histoire de Jeanne et que petit à petit apparaissent les éléments de contexte de façon active, mais sans les omettre, parce que sinon on ne comprend pas. On ne comprend pas, par exemple, on dit que Jeanne est lorraine, en réalité elle n'est pas lorraine, elle est du Barrois, parce que si elle était lorraine, elle aurait été du côté des Anglais. Le duc de Lorraine prend parti pour les Anglais. Non, elle est du Barrois, donc elle est du duché de Bar, et le duc de Bar est un vassal, et un fidèle vassal du roi de France. Donc elle est attachée à la couronne de France, elle se sent solidaire de la couronne de France. Voilà. Et en fait, les Anglais achètent leur pouvoir auprès des chevaliers locaux, enfin des pouvoirs locaux. Donc il y a des gens qui se mettent du côté des Anglais. Donc, du coup, on a quand même un pays qui est très versatile, qui est très mouvant, qui est morcelé, qui est déchiré. Les Bourguignons veulent profiter de la situation. Le duc de Bourgogne veut profiter de la situation pour arrondir son duché. Et éliminer le roi de France. Donc il pactise avec le roi d'Angleterre
pour éliminer le roi de France. Son objectif, c'est de réunir ses possessions en Flandre et en Bourgogne. Et donc, pour ça, il lui faut la Lorraine, une partie, le Barrois, justement, où est Jeanne, et une partie de la Champagne. Et donc, il compte les arracher à la couronne de France. Donc, il s'est allié aux Anglais. Et les Bourguignons parlent français. En revanche, les Armagnacs, qui sont fidèles au roi de France, ne parlent pas français. Ils parlent occitan. Alors, les chefs, les seigneurs, ils parlent français, mais les soldats armagnacs parlent occitan. Vous voyez, il faut arriver à faire un bond hors de notre temps. Parce que le conflit entre les Anglais et les Français n'est pas vraiment un conflit national. Vous voyez, c'est un conflit dynastique, c'est un conflit féodal. Il devient de plus en plus, il prend de plus en plus une couleur nationale. C'est-à-dire les nations sont en train de se former. Bizarrement, plus les Anglais occupent la France, plus ils deviennent anglais. Par un mécanisme psychologique très simple, c'est qu'ils méprisent ceux qu'ils ont vaincus. Et méprisant ceux qu'ils ont vaincus, ils ne peuvent pas. Le mécanisme d'assimilation est bloqué. Vous voyez ? Et ça, c'est des mécanismes qu'on retrouve tout près de nous. Vous voyez ? Une relation déséquilibrée, le déséquilibre, avec le temps, s'accentue. Et c'est ça qu'on voit avec les Anglais. C'est-à-dire, les Anglais occupent la Normandie depuis 3/4 de siècle, mais les paysans normands, au moment où Jeanne intervient, les paysans normands sont en train de se soulever, ils en ont ras-le-bol des Anglais. C'est un des éléments qui explique qu'à la fin, les Anglais vont être rejetés à la mer. Et c'est quelque chose qui est... tout ça est effectivement très complexe. Je voulais faire sortir ces éléments de complexité pour faire apparaître Jeanne, parce qu'elle n'est pas complexe, elle est simple. Et oui, et donc cette Jeanne apparaît dans ce contexte très binaire finalement, et elle, effectivement, elle est incroyablement déterminée par rapport à ce fait de faire partir les Anglais et de faire couronner le roi. Et donc, moi je l'ai trouvé complètement irréel au début. Comment une jeune fille de 17 ans peut avoir une telle autorité sur finalement toutes les personnes qu'elle va croiser. Comment vous avez retrouvé les traits de caractère de cette jeune fille? Est-ce que c'est de l'imagination? Est-ce que c'est vraiment par rapport aux témoignages que vous avez recueillis? Non, c'est à cause du texte du procès. Voilà, tout simplement. C'est une des personnalités du Moyen-Âge qu'on peut le mieux caractériser. Parce que on a le procès a duré de plus de 2 mois et on a ce qu'elle disait, on a la réponse qu'elle faisait, et on voit en lisant ses réponses, c'est une fille remarquablement intelligente, qui a un sens de la répartie extraordinaire, qui a un maniement de la langue tout à fait spécial, étonnant, de caractère poétique. On voit qu'elle a un courage hors du commun, un courage et même une forme d'inconscience. Elle ne se rend pas compte au début du procès, on a l'impression qu'elle ne se rend pas compte, qu'elle va y laisser la vie. Elle a une telle détermination, c'est ça, elle fonce, elle va de l'avant, elle donne même l'impression d'être au-delà de l'obstination, d'être butée, comme une paysanne. À la fois intelligente, profondément intelligente et butée. Mais on m'a demandé, est-ce qu'en écrivant votre livre, votre idée de Jeanne a évolué? Et d'abord j'ai dit non. Elle s'était formée en moi et j'ai écrit le livre parce que cette personne s'était formée en moi et qu'elle existait déjà. Mais en réfléchissant, je me suis dit, si, il y a un point sur lequel j'ai évolué, sa détermination. Je crois que dans l'histoire, il n'y a pas quelle personne n'a été déterminée au point où elle l'a été. Et ça, je crois que c'est déterminé, c'est lié à la révélation. À la révélation qu'elle a vers 12-13 ans. Ce qu'elle a appelé ensuite au procès, ses voix. Elle est sûre, elle a une force intérieure presque aussi grande
aussi grande que les apôtres. Et encore, les apôtres, certains ont douté, Pierre. Elle ne doute jamais. Jamais, jamais elle ne doute. Une fois, devant le bûcher, une fois devant le bûcher, quand on la présente devant le bûcher, et elle est effrayée, et là, elle revient sur ses voies, et ça donne lieu à un premier jugement au procès, où elle sauve sa vie. Elle est condamnée à la prison à vie. Et puis 3 jours après, elle revient sur sa rétractation. Elle est déterminée, mais pour autant, ce n'est pas une fanatique. Hein. Non. Voilà. Ah non. Ah non, c'est ça. ça, voilà. Elle est miséricordieuse. C'est-à-dire que l'ennemi, qui est l'anglais, elle ne, comment dirais-je, elle ne le diabolise pas. Elle n'a pas du tout une relation fanatique avec l'anglais. Elle a même de la compassion. Elle a même de la compassion. Hein. Elle a de la compassion pour les elle prie pour les âmes à la fin des batailles, elle prie pour les âmes des soldats français, et elle prie pour les âmes des soldats anglais en même temps. À égalité. Parce que dans les 2 cas, les soldats vont mourir pour elle en état de péché, dans la violence. Et surtout, les soldats sont paillards, brutaux, voleurs, menteurs, etc. C'est la Ligue d'humanité. Et donc, mourant au combat, dans la violence, ils vont en enfer. Les Français comme les Anglais. Vous voyez, donc, c'est une campagne. Les campagnes sont autant pour battre les Anglais que pour moraliser l'armée. Hein, elle se bat avec autant d'énergie pour essayer de moraliser l'armée, elle n'y arrive pas. En revanche, c'est plus facile de battre les Anglais. Hein, et ça, et elle n'est pas fanatique. Non. Il y a de la lucidité, il y a de la compassion constamment chez elle. Hein. Oui, mais tout de même, cette jeune fille de 17 ans, analphabète, d'un milieu vraiment modeste, comment vous expliquez qu'elle a pu entraîner tous ces hommes bon, vous disiez, elle était déterminée, elle avait la foi, mais est-ce qu'il n'y avait pas un charisme, quelque chose chez elle qui fait qu'ils l'ont suivie comme ça? Il y a le contexte aussi politique. Ça c'est mon hypothèse. Je crois que la raison déterminante, c'est sa langue. Elle parlait remarquablement. Alors, on le sait au procès, elle parle remarquablement, et elle a une langue pas ordinaire. Au procès, vous avez le nom des locuteurs. Hein, donc vous avez Jean Beaupère qui est un des interrogateurs. Vous avez son nom qui apparaît, il pose la question, et puis il y a le nom de la personne qui répond, c'est Jeanne. Et vous pouvez enlever tous les noms. Vous voyez tout de suite quand c'est Jeanne qui parle et quand c'est les juges. Ils n'ont pas le même niveau de langage. Hein. Les juges ont un langage beaucoup plus abstrait, beaucoup plus complexe. Elle utilise des mots très simples, très directs, mais on comprend tout ce qu'elle dit. Et très droit, très net. Et c'est très beau. Mais parce que c'est une parole incarnée. Oui, c'est ça. C'est une paysanne. C'est une paysanne. Et rien n'est plus proche de la parole du poète que celle du paysan. Et elle est passée du langage naturellement, et parce que c'est naturel, elle passe naturellement de la langue du paysan à la langue du poète. C'est consubstantiel. Mais elle a en face d'elle, c'est la Sorbonne qui la juge. Elle a en face d'elle des intellectuels, des gens qui manient des abstractions, hein, qui raisonnent. C'est les ancêtres des jésuites, déjà, pour certains d'entre eux. Hein. Vous voyez, et puis le charisme. Elle devait avoir, ça j'en sais rien, on ne le sait pas, parce qu'aucun témoin n'a n'a fait mention de cela. On n'a pas de visage d'elle, on ne sait pas son portrait, on sait simplement, on connaît sa taille exactement. Elle faisait 1m60 parce qu'on a une note de tailleur, hein, payée par le roi. Donc elle faisait 1m60, elle était brune, on le sait, il y a plusieurs témoins qui l'ont dit. Et puis dans une lettre aux habitants, je crois que c'est le Moulin, dans le sceau, il y a un cheveu brun. Hein, donc généralement ça c'est pour authentifier le sceau, donc elle était brune, on en est certain. Mais pour le reste, on ne sait pas du tout à quoi elle ressemblait. Et ça, du coup, c'est mon hypothèse. Je crois qu'il y a d'abord la force de la langue, mais il y a aussi, certainement, elle devait avoir une personnalité hors du commun. Nous voyons ça assez fréquemment. Hein. Il y a des gens comme ça, ils rentrent dans une pièce et vous voyez tout de suite quelqu'un qui a un certain rayonnement.
Voilà. Ça peut faire ça avec un comédien ou avec des figures politiques. C'est des choses à la fois rares et communes. Nous en voyons tous dans notre vie. Elle devait avoir ça. Hein, elle devait avoir ça. Et puis cette foi à l'intérieur qui l'animait, puissante, elle devait avoir un regard très, très, très droit, très déterminé. Elle devait être impressionnante. Hein. En plus, c'est la femme habillée en homme, ce qui est vraiment extraordinaire hein, à l'époque. Hein. Et elle apprend vite, hein. Elle apprend vite à monter à cheval, elle apprend vite à guerroyer, on a l'impression que... C'est manifestement... J'espère justement là, sur ce sujet, il y a une hypothèse qui dit que qu'elle est en fait, elle était d'origine noble et non pas paysanne. Voilà. Alors qu'en est-il de cette hypothèse? Alors ça c'est une hypothèse intellectuelle. Non, parce qu'on dit, mais comment ça se fait? Et il faut, je crois qu'il faut être très, très simple dans l'approche On dit, mais comment ça se fait que cette fille, elle a fait le voyage entre Vaucouleurs et Chinon, hein, une fois que le sieur de Baudricourt lui a donné une escorte et la lettre d'introduction auprès du roi, elle fait le voyage en 10 jours. Ce qui est rapide, hein. C'est tout à fait faisable à cheval, mais c'est quand même rapide. Ça suppose qu'elle s'est montée à cheval. Alors les gens disent, c'est pas possible qu'une paysanne se monte une cavalière émérite d'emblée. Mais ces gens n'ont jamais vécu à la campagne. Tous les gosses qui vivent à la campagne grimpent sur le dos des cochons, les petits, quand ils sont petits, du chien, des cochons, du cochon, et puis plus l'enfant grandit, plus il monte sur un animal important. Donc, qu'une paysanne monte à cheval, c'est beaucoup plus naturel qu'une princesse. Donc, les gens, vous voyez, c'est des raisonnements il y a autre chose. trop compliqués. Vous voyez, il y a son langage aussi, parce que si je ne me trompe pas, à l'époque, les gens parlaient une espèce de patois. Alors vous dites vous-même qu'elle maîtrisait bien la langue française. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non. J'ai dit qu'elle parlait comme une paysanne. Et que rien n'était plus proche du langage des paysans que le langage des poètes. Non. Alors justement, elle a un accent. Oui, ça puissant. C'est remarqué che pour je. Voilà. La lettre aux habitants de Reims, du mois de mars 1430, elle écrit Choyot, enfin le scribe auquel elle dicte écrit Choyot, et c'est rayé ensuite, c'est marqué, et c'est corrigé Joyeux. Et donc le scribe n'a pas compris, il a écrit phonétiquement ce qu'il a entendu, et là, dans cette lettre, on a l'accent de Jeanne, on a le son de la voix de Jeanne. Elle avait l'accent lorrain. De telle sorte que lorsque elle rencontre le roi pour la première fois, le roi est entouré de sa cour, hein, dans la grande salle du château de Chinon, enfin d'une partie de sa cour. Hein, il y a les dames de la cour, il y a les capitaines de l'armée, il y a le capitaine de Gaucourt qui rencontre des opérations à Orléans, il y a un archevêque de Reims qui n'a pas encore vu Reims, qui va voir Reims grâce à Jeanne, et qui va prendre enfin son archevêché grâce à Jeanne, grâce à cette paysanne qui arrive. Et le roi s'écarte et la prend à part, puisqu'elle porte une révélation de Dieu. Et le roi est très pieux. Donc, bon, il se demande si c'est du lard ou du cochon, hein, mais il la prend à part. On ne sait jamais, c'est peut-être effectivement le cas. Donc il la prend à part et il parle. Et là, les gens disent, qu'ils n'ont pas entendu ce qu'il disait, ce qu'il se disait, mais que le roi marquait une extrême attention. Et oui, d'une part parce que le roi est très pieux, cette fille vient de lui, il se dit, on ne sait jamais, peut-être que la voix de Dieu va s'exprimer par cette jeune fille, mais aussi parce qu'elle a un gros accent lorrain et qu'elle a du mal à comprendre. Il est obligé de faire très attention. Il est comme le scribe de la Loire. Lui, il est parisien, il est né à Paris, le roi, et il vit sur la Loire, et puis lui-même est un homme cultivé, il parle latin, etc. Et il est entouré de gens qui parlent un beau français. Et donc, lorsque la paysanne lui parle, de Lorraine, c'est loin. Et il est obligé de faire attention à ce qu'elle lui dit. D'une part, à cause du contenu du message, et parce qu'il faut qu'il fasse attention. Il ne comprend pas tous les mots. De temps en temps, il est probable qu'il lui fait répéter un mot. J'ai pas bien compris, qu'est-ce que vous dites? Vous imaginez la scène? Vous voyez? Non, on a vraiment une paysanne. Mais encore une fois, rien n'est plus proche du parler d'une paysanne que celui du poète. Et comment ça se fait? Constamment, j'avais cette idée. Comment on explique Rimbaud à 17 ans qui produit des poèmes qui sont... comment ça s'explique, hein? Et les illuminations qu'il écrit à 19 ans. Voilà. Bon, comment ça s'explique? Alors évidemment, lui, il était allé à l'école. Hein, et il parlait le grec, le latin, c'était un surdoué. Hein, mais il a 17 ans, 18 ans, il ne connaît rien de la vie. Et il fait des poèmes sublimes. Incroyables. Comment ça s'explique? Il y a des choses... la raison ne peut pas tout comprendre.
Hein. Et je crois que ça doit être une disposition d'esprit de nous mettre en capacité d'accueillir ça, de l'accepter. Le mystère. Oui, de l'accepter. Mais d'essayer de le faire entrer dans l'humain. Voilà. De ne pas la laisser à l'extérieur comme un demi-dieu, mais d'en faire une paysanne, habitée par ce mystère. Et justement, quelle est la part de romanesque là-dedans? Parce qu'on a l'impression de vous voir travailler là. C'est-à-dire qu'à partir des faits, vous avez extrapolé une personnalité, vous avez extrapolé un état d'esprit, une capacité de convaincre. C'est intéressant ça. Il y a vous avez une grande part de romanesque là-dedans, ou finalement vous pensez avoir approché vraiment de très près la vérité de la personne par rapport à tout ce matériau que vous avez? Alors, non, la part de romanesque, sauf pour les deux derniers chapitres, une fois qu'elle est morte, là, c'est ma fantaisie. Hein, les deux derniers chapitres, j'ai inventé. Il y a une base de vrai, hein, on y reviendra parce que c'est très important, il y a une base de vrai, mais j'ai inventé. En revanche, tant qu'elle est vivante, ce qui se passe, c'est vrai. L'histoire du bon cœur, du soldat géant, c'est vous qui l'avez inventé? C'est j'ai inventé. D'accord. Qu'un gars de son pays, un gars du Barrois, etc. Non, je l'ai inventé. Mais c'est une belle idée parce que ça fait écho aux citations que vous mettez en exergue Voilà. du roman. Voilà. Et puis, je me sentais coupable parce que on voit Jeanne constamment avec les seigneurs, avec le roi, les gens d'église, les seigneurs, etc. Mais aux échelles, c'est les simples soldats qui montent. Et c'est eux qu'elle entraîne. Et c'est eux qui font le boulot. Donc il fallait qu'il y en ait un. Et elle les aimait bien. Hein. Les témoins disent que quand elle était contente, alors elle était toujours mécontente des soldats parce qu'ils étaient paillards, il y avait les prostituées, etc. Ils buvaient. Et elle voulait qu'ils aillent à la messe, qu'ils se confessent, etc. Donc elle était. Mais en même temps, elle les aimait bien. Parce qu'elle voyait qu'au combat, ils se sacrifiaient. Et donc, quand elle était contente, il paraît qu'elle leur donnait des bourrades, hein, à la manière des soldats. Quoi, hein. Et ça permet de la voir, quoi, ce genre de choses. Hein. Et le fait qu'on lui ait donné un cheval, que son village lui a offert un cheval, C'est vrai. ça c'est vrai aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est les habitants de Vaucouleurs qui se sont cotisés. Ah oui, parce qu'ils croient. Hein. Ils croient dans cette fille. Et puis ils vivent avec elle, ils voient que c'est une fille bien. Hein. Et donc ils se cotisent et lui achètent un cheval. C'est vrai. Alors c'est peut-être lui le bon cœur aussi. Oui. Parce que on donnait des noms aux chevaux. Et les chevaux étaient très importants. Hein. Et c'est pour ça que dans l'hommage, à la fin, dans le dernier chapitre, je l'ai inventé ça. Hein, la messe, le prêtre qui traverse toute l'église et il bénit le cheval. Et c'est le cheval de Vaucouleurs. Hein, et que tient le premier compagnon de Jeanne, Jean de Metz. Lui, il a vraiment existé, Jean de Metz. Hein, et c'est un témoin au procès en réhabilitation. 1m60, c'est plutôt grand pour l'époque, si je ne me trompe pas. Je pense. Alors les gens me disent, on m'a dit, vous dites 1m60 et vous dites qu'elle est grande. Mais là, c'est ça qui est... Il y a des gens qui sont pas très grands, mais qui vous paraissent grands. Ouais. La taille est une chose relative. Alors, on a la taille objective de Jeanne, 1m60, ce qui n'est pas petit pour une femme de cette époque. Hein, elle devait être dans la moyenne supérieure. Du Guesclin faisait même pas 1m60. Voilà. Elle devait être plutôt dans la moyenne supérieure. Mais par cette... Je la montre, je dis qu'elle est grande parce qu'elle devait avoir une allure, elle devait dépasser... elle avait une sorte de rayonnement qui faisait qu'elle paraissait plus grande qu'elle n'était en réalité. Alors, en ce qui concerne ces voix, d'un point de vue rationnel, parce que vous avez parlé de la raison, et je crois d'ailleurs que ces juges ont raisonné, oui. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est sur un plan psychiatrique, est-ce que c'est une certaine forme de délire, ou comment se positionner sur le plan rationnel? Moi, je ne me positionne pas là-dessus. Voilà. Elle a... Je vais dire une chose très, très, très simple. Elle a refusé d'en parler à ses juges. Et elle est morte pour ça. Brûlée vive, horrible. Bon, c'est tout. Moi, je n'irais pas dire que c'était une excité. Quand on paye ce prix-là, voilà, je le prends comme une donnée,
Alors, on a la foi, on n'a pas la foi, et même quand on a la foi, on peut peut-être dire... Je le prends comme une donnée. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous suggérez, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'après Orléans, finalement, elle aurait pu rentrer dans le rang, rentrer chez elle, mener la vie d'une femme habituelle à l'époque, et que finalement, elle avait été prise par... elle aimait commander les hommes, elle aimait se battre, être dans la mêlée, et que finalement, elle ne pouvait pas rentrer dans le rang, enfin vivre comme une femme vivait à son époque. Oui. Très intéressant. Oui. Ça repose sur une phrase d'un témoin, ou de professeur en réhabilitation, d'un de ses compagnons. Après le sacre de Reims, ces deux missions liées aux révélations sont accomplies. Donc elle a fini sa mission, c'est fini pour elle. Et d'ailleurs le roi considère au fond que c'est terminé. Que je ne veux pas dire qu'il n'a plus besoin d'elle, mais que ce que Dieu avait décidé de faire par l'entremise de cette fille était accompli, et que maintenant cette fille n'était plus mandatée. Mais elle a dit, elle s'est ouverte à ses compagnons, elle se posait la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? À rapporter ce compagnon, Et elle parlait de retourner sur la Meuse. Parce qu'elle a 17 ans, hein, et ses parents lui manquent, puis elle est très attachée à son village, à sa vallée, et elle est riche. Donc elle peut retourner, le roi l'a dotée, donc elle a de quoi acheter un château, des terres, et vivre, elle est noble à ce moment-là, le roi l'a anoblie après le sacre, et elle peut vivre noblement sur la vallée de la Meuse, et elle a une hésitation dont elle a fait part à un de ses compagnons. Et sur cette hésitation, moi j'ai fait 4 pages qui sont le moment d'équilibre du livre. Hein. C'est un moment très important parce que on dit souvent, les gens qui aiment Jeanne disent le roi l'a laissé tomber. Et moi je l'aime aussi, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire le roi? Elle voulait absolument continuer à se battre, et elle ne connaissait qu'une chose, c'était foncer. Et elle voulait continuer à se battre tant que les Anglais seraient sur le territoire, sur le royaume. Mais le roi, lui, il avait entamé des négociations avec les Bourguignons, parce que il voyait, son analyse, c'était que tant que les Bourguignons et les Anglais resteraient alliés, il n'y arriverait pas. Et il avait, enfin, l'histoire a montré qu'il avait raison, puisque en 1435, les Bourguignons laissent tomber les Anglais, et à partir de ce moment-là, les Anglais étaient perdus. Hein. C'est fini, l'histoire. Au moment où Jeanne meurt, la partie n'est pas perdue pour les Anglais. La partie n'est pas perdue pour les Anglais. Hein. Jeanne n'a pas chassé les Anglais. Elle a vraiment été le facteur... au moment où elle intervient, tout le monde pense que c'est foutu. À part le roi et quelques personnes autour de lui, tout le monde pense que c'est foutu. Et même le roi lui-même se demande ce qu'il a fait. Inversé la logique. Oui, elle rend confiance. Mais c'est pas gagné hein, quand elle meurt. C'est pas gagné. Hein. Elle meurt en quelle année? En 1431. Et question la bataille, c'est quand? 1453. Oui, il se passe encore du temps. Hein. Oui. Hein, 22 ans. Mais à partir de 1435, c'est-à-dire que lorsque les Bourguignons laissent tomber les Anglais, c'est plus qu'une affaire de temps. Ah, oui. Les Anglais sont coriaces. Les Anglais sont coriaces, mais ils ont perdu tous leurs atouts. Hein. Voilà. Et puis ils sont de plus en plus détestés. Ils ont proclamé avec acharnement la mort de Jeanne, d'ailleurs. Oui, oui. Et alors, j'ai appris tout récemment que les historiens anglais disent non, c'est l'Église française qui a condamné Jeanne. Alors, juridiquement, oui, c'est l'Église, c'est Cochon, c'est le tribunal français qui a condamné Jeanne. Mais ce procès était fait sous le contrôle des Anglais. Hein, et c'était un procès qui avait un caractère politique, et les Anglais voulaient un résultat. Ils voulaient la mort. Pour une raison qui est très simple. Et j'essaie de le suggérer. Moi, j'ai rien contre les Anglais. Et pourquoi j'aurais quelque chose contre les Anglais? Jeanne, elle n'avait rien contre les Anglais en tant que telle. Au contraire, ce sont des chrétiens. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. C'est un personnage, on en fait une icône nationaliste. Si on doit en faire une icône, c'est une icône chrétienne, pas nationale. D'abord, pour elle, nation, ça ne veut rien dire. En revanche, chrétien, oui. Nation, ça n'existe pas. Chrétien, oui. Et les Anglais en face d'elle sont des chrétiens. Donc elle vit
d'une certaine manière, si on fait des analogies avec notre temps, elle vit la guerre entre les Français et les Anglais comme une guerre civile, comme une guerre entre chrétiens, une anomalie qu'il faut faire cesser. Et l'anomalie ne cessera que si les Anglais retournent chez eux, chacun chez soi. C'est une paysanne. Chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Donc pour que la concorde règne entre les chrétiens, il faut que chacun reste chez soi. Hein? Alors, une question, là, vous dites, elle est profondément chrétienne, mais alors comment expliquer que l'Église catholique n'ait reconnu sa sainteté qu'au XXe siècle, hein, je crois, en 1920, non? Bah, elle pose un problème, vous voyez bien, pour l'Église. Hein. C'est quand même l'Église qui l'a condamnée à mort. Hein. Et puis, l'Église, si on se met à la place, elle avait quelques raisons. Parce que, certes, c'était une bonne chrétienne, il n'y a pas de doute. Hein. Les sacrements, elle connaissait ses prières, elle les faisait. Enfin, c'était une... j'ose pas dire dévote, parce qu'on associe au mot dévot quelque chose d'un peu racorni, etc. C'est péjoratif. Mais elle avait une foi, elle avait une haute spiritualité, elle avait une foi très active. Hein. Elle entendait la messe quasiment chaque jour. Elle avait un chapelain, elle se confessait. Hein. Et elle a souffert énormément quand elle était en prison, de sous-alimentation, des mauvais traitements, il y a parfois des coups, des geôliers, qui la haïssaient. Les Anglais, soldats anglais la haïssaient. Mais elle a surtout souffert d'être privée de la confession et de la communion. Elle n'a pu se confesser et communier que 2 heures avant d'être brûlée. Voilà. Manifestement, Cauchon a eu pitié et contre le jugement, puisqu'elle est hérétique. Donc elle est rejetée hors de l'Église, hors du sein de l'Église, elle est excommuniée, et dans le même temps, Cauchon l'autorise à confesser et à se communier. Donc on voit que Cauchon, il est... Hein. Oui, il lui a tendu la croix d'ailleurs, je pense. Non, pas Cauchon. Hein. Pas Cauchon, ah non, c'est Isambard. Et vous voyez, tout ça me trouble. Moi, je suis romancier, pas historien. Hein. Oui. Passionné d'histoire, vous comprenez bien, mais je suis romancier. Et c'est très troublant, parce qu'on parlait de Rimbaud tout à l'heure, et vous savez, la lettre au voyant, alors c'est Pierre Isambard qui tenait la croix, qui a brandi la croix devant Jeanne. Hein. C'est lui qui a monté. Il était bouleversé. Enfin, ces hommes d'église étaient bouleversés d'avoir cette jeune fille qui allait brûler vive. Et le bourreau ne l'a pas étranglée, il ne pouvait pas l'étrangler, parce que les soldats anglais voulaient qu'elle soit brûlée vive. Donc il surveillait le bourreau, et le bourreau, il avait peur que les Anglais le jettent dans le feu, lui aussi. Donc le bourreau ne l'a pas étranglée, et le prêtre Isambard est monté avec elle sur le bûcher, et est resté avec elle jusqu'à ce qu'on allume les flammes. Et après, quand il est descendu, il a couru à l'église, à la voisine, et il est revenu avec une grande croix de fer, la grande croix de fer, parce qu'elle le réclamait. Et il a maintenu la croix devant elle pendant son agonie. Et ce prêtre s'appelait Pierre Isambard. Or, la lettre du voyant, ce qu'on appelle communément la lettre du voyant d'Arthur Rimbaud, qu'il écrit à 17 ans, dans lequel il y a son art poétique, hein, et c'est la sortie du poème des voyelles, s'est adressé à son professeur de rhétorique, et le professeur de rhétorique s'appelle Isambard. Formidable, hein. Mais ce qui est curieux, moi j'adore, j'ai une grande, la poésie, j'ai une grande passion pour la poésie, mais ce qui est très curieux, c'est qu'on trouve la poésie comme ça, qui pétille, l'histoire de la poésie qui pétille tout au long de l'histoire de Jeanne d'Arc. Le chef, le stratège de la délivrance d'Orléans, c'est Jean d'Orléans. C'est celui que plus tard on va appeler, qui va être le grand général des armées françaises et qui va être le stratège de l'évacuation des Anglais, de l'évacuation militaire des Anglais. Le stratège, c'est Jean Dunois. C'est Dunois, ce prince et mécène d'ailleurs, très cultivé. Mais à l'époque, on ne l'appelait pas encore Dunois, il était le bâtard, parce qu'il est le demi-frère de Charles d'Orléans. Et voilà, c'est le poète. Donc, le stratège, qui voit tout l'ascendant psychologique, et qui se sert de l'ascendant psychologique de Jeanne, qui a l'intelligence, c'est le frère du poète, du grand poète Charles d'Orléans. Je l'ai dit pour Isambard. Il y a un des prêtres qui prend quasiment parti pour Jeanne pendant le procès et qui la conseille. Et auquel Cauchon reproche, et l'écarte du tribunal, auquel Cauchon reproche d'aider Jeanne. Il lui conseille notamment de demander son transfert en prison d'église. Elle avait un avocat ou pas? Non. Mais c'est normal, dans les procès d'inquisition, il n'y a pas d'avocat. C'est normal parce que les prêtres ne sont pas là, ne portent pas il y a la Sainte Inquisition qui fait le rôle du procureur, mais les prêtres ne sont pas là pour
condamner. Ils sont là pour sauver une âme, vous voyez. C'est pas tout à fait le raisonnement du tribunal civil. Donc ils sont à la fois juges et avocats. Hein. Ils veulent sauver la sauver au besoin, la tuant. Mais ils veulent sauver son âme d'abord. Ils veulent sauver l'âme de la. Vous voyez. Donc là, c'est pas tout à fait comme un tribunal. C'est pas comme un tribunal civil. Hein, même si beaucoup de formes du tribunal civil sont issues de ça. Hein. Et donc, ce prêtre qui a été écarté par Cochon et qui conseillait Jeanne s'appelait Jean de La Fontaine. C'est une belle figure, hein, vraiment. Et puis surtout, Jeanne meurt en 1431. Et alors, pour la poésie française, c'est une date capitale. Naissance de Villon. Eh bien oui, naissance de François Villon. Ah oui, 1431. Eh oui, qui après, au moment du procès en réhabilitation, c'est pas sans j'y reviendrai peut-être, mais au moment du procès en réhabilitation, il écrit mais où sont les neiges d'antan, la balade des dames du Jean jadis, il l'écrit en 1434-35, c'est situé là. Or, c'est le moment, et c'est là, dans ce poème, qu'il parle de Jeanne la bonne Lorraine, quand gloire brûlèrent à Rouen. Lui, il s'en souvient bien, parce que la mort de Jeanne coïncide avec sa naissance. Alors, on ne sait pas la date de naissance de Villon, mais lui, il le sait sûrement. Hein. Alors, c'est peut-être le 30 mai, hein, elle est morte le 30 mai. Mais Villon sait qu'elle est morte quand lui est né. Et quand il écrit ce poème des temps jadis, on parle beaucoup du procès en réhabilitation de Jeanne. C'est un événement pour le royaume considérable. Le roi y prête une attention majeure. Hein. Et Villon, qui est étudiant à ce moment-là, qui était escolier, hein, évidemment, il est très au courant, d'autant plus que l'un des protagonistes du procès en réhabilitation, c'est le patron de la Sorbonne, où Villon est escolier. Hein, c'est Thomas de Courcelles. Et ensuite, Villon va rencontrer Charles d'Orléans, d'ailleurs. Il est invité oui, chez lui. Hein, absolument. Une espèce de absolument. poétique, Absolument. hein, Absolument. Et forcément, Charles d'Orléans a lu le poème de la balade des dames du temps jadis. Et donc il a entendu Villon, il a déclamé, hein, et Jeanne la bonne Lorraine, quand gloire brûlèrent à Rouen. Charles d'Orléans l'a entendu. Et donc pensait à son frère, qui était un des compagnons de Jeanne. Vous voyez, on est dans un tissu humain d'une richesse extraordinaire. Et où la poésie est là comme aux aguets. Mais ça, vous le montrez parce que dans vos livres, c'est quelque chose à quoi je suis très très sensible. Vous placez les personnages dans un paysage toujours. Et le paysage, vraiment, il a une densité, ces personnages, ils sont vraiment dans ce paysage. Pour moi, c'est très important ça. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça me touche très profondément. C'était la question suivante. Ah. Vous parlez du fleuve, vous parlez de la rivière, de la couleur du ciel, vous parlez, voilà. Et c'est des détails qui ne sont pas forcément, ça ne donne pas des pages et des pages, mais c'est vraiment très présent. Mais justement, le lieu, est-ce que c'est pas un élément déclencheur dans votre écriture? Oui. Elle est chez moi, hein. Moi je suis de Bar-le-Duc, elle est du Barrois, elle est chez moi, donc le pays où elle est née, hein, où elle a pris racine, qu'elle aimait, hein, l'idée qu'elle se forme du monde, c'est le pays, c'est là aussi, c'est l'endroit où je me suis formé une idée du monde, c'est-à-dire de l'herbe, du vent, du moment où commence l'hiver, assez tôt, du moment où il termine assez tard, là-bas. Pas si tard que ça. Hein. Et donc j'en ai c'est une payse, au sens propre, hein, c'est une payse. Hein, et tout change tout le temps. Hein. J'ai commencé la station de Châteaubriand en France, quand il parle de la succession des régimes, hein, Napoléon, la Restauration, tout avait changé en France. Sauf les vagues, qui changent tout le temps. Voilà. Mais tout avait changé dans le Barrois, là, hein, tout avait changé sur la Meuse, sauf les nuages, qui changent tout le temps. C'est les mêmes. Si on veut, comment dirais-je,
On lit un livre sur le Moyen-Âge et on dit c'est tellement loin de nous. Mais il suffit de lever le ciel. Si on est à l'endroit dont le livre parle, on lève les yeux et voilà, la densité de la lumière, c'est la même. Et ça a une importance capitale pour les individus. Surtout elle qui est une paysanne. Ça a une importance capitale. Et, alors, bon, on en parle. Et moi, j'ai un plaisir à écrire profond de ça. Hein. C'est des moments pour moi délectables. D'ailleurs, l'édito m'a fait couper parce que j'aime beaucoup ça. Mais je crois que c'est indispensable au personnage. Enfin, on peut avoir, c'est comme dans le dessin, quoi. On peut détourer le fond, et puis, ou alors on peut laisser le décor derrière. Hein. Moi, je mets le décor. Mais observez, je crois que je ne suis pas trop familier je ne connais plus la littérature anglo-saxonne, hein. Mais les anglo-saxons, les Américains, ils mettent souvent le paysage. Hein. Et les Français sont intellectualistes. Et donc, on aurait parfois tendance à penser que les problèmes psychologiques, le voyage intérieur suffit. Quoi. Non, le ciel, c'est très, très... Chez les Russes, chez les romanciers russes, c'est très important. Hein, le prince André est grièvement blessé à la bataille à Borodino. Il tombe, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel, il regarde le ciel, et il voit les nuages, etc. Et puis du coup, il revoit tout le passé. Et puis, dans le paysage, pour Jeanne, mais pour moi aussi, il y a une transcendance immanente. Hein. Il y a la beauté des nuages, la beauté du ciel, nous parle de quelque chose dont nous sommes partis, et qui est incompréhensible, mais dont nous sommes partis. Hein. Nous ne le comprenons pas, mais nous en sommes compris. Vous voyez, et donc sur Jeanne, ce personnage c'est une manière évidemment de la rendre très, très humaine, hein, d'en faire une quasi contemporaine. Jeanne, c'est vous. Ah non, non. C'est votre point commun avec elle, alors peut-être. Ah oui, alors là oui. Sensibilité au lieu. Ça oui. Sensibilité à la nature. Ça oui. Non. Quand j'ai écrit le livre, je me suis mis toujours, immodestement, mais dans la position d'un compagnon. Oui, hein, c'est ce qu'on a ressenti. D'un compagnon de Jeanne. Non. C'est une personnalité qui est dominatrice. Hein, donc elle domine son auteur, elle domine son écrivain. Hein, Et on a dit qu'elle aurait été instrumentalisée par le pouvoir. Oui, c'était une thèse qui a longtemps prévalu chez un historien rationaliste et très républicain, anti-royaliste ou anticléricaux, hein, et qui donc faisait une lecture de Jeanne pour montrer qu'elle était, pour stigmatiser, le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais pour alimenter la critique de la monarchie et la critique de l'Église. Hein, donc on disait, ben voilà, l'Église, a agi très mal parce qu'elle a condamné à mort cette pauvre fille, et le roi et la monarchie a très mal agi parce qu'ils sont servis d'elle, et lorsqu'elle n'a plus été utile, ils l'ont jetée comme une peau de banane. Et en réalité, c'était une pauvre fille, elle devait être assez costaud, hein, elle devait être assez costaud, mais c'était une pauvre fille dont ils se sont servis, quoi, un peu illuminée. Ça, c'est une thèse qui a beaucoup prévalu chez les historiens rationalistes au XIXe siècle. Hein. Les historiens contemporains disent non. Hein, non. C'est une approche idéologique. Non. Par le procès, on voit qu'on a affaire à une personnalité hors du commun. Et à une femme, tout simplement une femme très forte. Un individu très fort. Voilà, et qu'elle a eu une action réelle dans l'histoire. Et il y a un point qui est très troublant chez cette jeune fille et qui montre qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, c'est sa relation à l'écrit. Elle passe son temps à dicter des lettres. On compte, les historiens pensent qu'elle a dicté au moins une 50aine de lettres, ce qui est considérable, parce qu'elle a fait des milliers de kilomètres à cheval. Donc, dès le lendemain de son départ, elle dicte une première lettre à ses parents pour leur demander pardon d'avoir désobéi à son père, parce que son père ne voulait pas il avait peur qu'elle tourne fille à soldat,
d'une certaine manière, c'est ce qu'elle est devenue, mais pour les commander. Et donc, elle écrit une lettre à ses parents, elle dicte donc une lettre à ses parents, qu'elle doit sans doute laisser en route pour qu'on la porte à vos couleurs et qu'elle soit remise à ses parents. Hein. C'est la première lettre qu'elle dicte. Et puis ensuite, une fois, à Poitiers aussi, elle réécrit à ses parents pour leur demander à nouveau pardon et lui dire qu'elle est bien arrivée. Et leur dire qu'elle est bien arrivée et qu'elle est avec le roi. Vous imaginez l'effet que ça fait à Don Rémy. Hein. Elle est obsédée par l'écrit. Vous voyez, donc cette fille qui est illettrée, qui ne sait ni lire ni écrire, elle est obsédée par l'écrit. Et ce qui est très troublant, c'est que c'est l'écrit qui la sauve, entre guillemets. Oui. Parce que c'est par l'écrit qu'on sait que cette histoire extraordinaire n'est pas une légende, que c'est vrai. On sait que ce personnage hors du commun a réellement existé. C'est par l'écrit, grâce aux scribes. Et c'est pour ça que j'ai fait le dernier chapitre, qui est de fantaisie. Mais si on la connaît, c'est grâce aux scribes qui ont pris en note, au greffier, qui prennent en note ce qu'elle disait, conformément à la procédure. Hein, donc au greffier du tribunal ecclésiastique. Hein, et donc le dernier personnage qui apparaît, et qui met un personnage très, très sympathique, même si on ne le voit faire que son travail, mais c'est Guillaume Manchon, le notaire, c'était son vrai nom, et d'ailleurs il a témoigné au procès en réhabilitation, et c'est lui qui organise, qui rédige le procès verbal, et qui fait établir les copies du procès verbal, et c'est grâce à ce procès verbal qu'on sait le détail de l'histoire, et qu'on sait qu'on a affaire à une personnalité, puisqu'on a ses paroles, qu'on a affaire à quelqu'un de du commun. Sinon, si on n'est pas ça, moi aussi, hein, tout le monde penserait que les trois quarts des trucs sont faux, quoi, hein, et on s'est servi d'elle. On s'est servi d'une illuminée pour faire de la com, quoi. Non, grâce au procès, on sait que ce n'est pas le cas. Et donc l'écrit, il y a une relation entre cette paysanne de 17 ans, illettrée, et l'écrit qui est essentielle. Et puis aussi, c'est un des personnages sur lesquels on a le plus écrit. Hein. Il y a peut-être Napoléon sur lequel on a le plus écrit, mais après c'est Jeanne d'Arc. Est-ce que vous ne pensez pas que la pièce de Joseph Delteil, elle a joué un rôle justement dans cette autre façon de voir Jeanne d'Arc? Ah oui, Delteil, oui. Il a joué un rôle, continue à jouer un rôle essentiel, parce qu'elle était figée, elle est très associée à des écrivains du XIXe siècle, dont certains sont remarquables, hein, de très grands écrivains, mais elle est très liée au XIXe siècle, avec les conceptions du XIXe siècle, et notamment dans le rapport à la femme. Hein, Et puis elle Est-ce qu'elle ne... aussi. alors que Delteil, lui, la projette dans le XXe siècle. Oui. Hein, il l'écrit à l'époque des surréalistes, il est considéré d'ailleurs comme un surréaliste. Les surréalistes l'excluent à cause de ce livre, hein, mais il est considéré comme un surréaliste, et tout d'un coup, il la projette dans la modernité littéraire. Et elle y reste, notamment grâce à lui. Alors, est-ce que son existence ne ressent-elle pas justement sur la condition de la femme au Moyen-Âge, qui, d'après ce que j'ai lu, était beaucoup plus important, le rôle de la femme au Moyen-Âge, qu'il ne l'était par exemple au XIXe siècle, marqué notamment par le Code Napoléon très machiste. Oui, oui, c'est ce que j'ai lu moi aussi, et c'est comme ça donc, que j'ai montré la relation avec les femmes, entre les hommes et les femmes, est beaucoup moins inégalitaire qu'elle ne l'est au XIXe siècle. Hein. Les femmes jouent un rôle important. Par exemple, on sait que c'est Yolande d'Aragon, la belle-mère du roi, elle a joué un rôle décisif. Elle a cru en Jeanne d'Arc. Ah oui, Oui. ça, on ne savait pas ça. Oui. Ah oui. La belle-mère. La belle-mère du roi. La belle-mère du dauphin à ce moment-là, oui. Oui. Et on voit, pendant sa captivité, on voit, et j'ai voulu le montrer, mais c'est vrai, la sympathie des femmes qui viennent l'avoir dans sa prison. Hein, et qui améliore Son ordinateur. qui améliore ses conditions de vie. Et elle sympathise avec un certain nombre d'entre elles. Et puis, alors, celle que j'ai à peine esquissée, qui est un très beau personnage, c'est la mère de Jean de Luxembourg. Jean de Luxembourg, c'est le gardien, c'est lui qui détient Jeanne et qui la vend aux Anglais. Hein. Et la mère va être contre. Et la tante de Jean de Luxembourg, elle ne veut pas que son neveu vende Jeanne aux Anglais, parce qu'ils vont la tuer. Donc, elle ne veut pas. Et ce qu'elle dit est très important, parce que Jean de Luxembourg, il est l'héritier de la tante. Alors, je cherche la petite brèche, ça y est, je l'ai trouvée. On va faire un petit cadeau. Michel, Ariel, qui est une de vos grandes fans, nous a proposé de lire un petit passage pour faire goûter votre langue à nos amis. Pas trop long, Ariel, hein, parce qu'il faut qu'on respecte notre timing. J'ai pas pris un
C'est pas du tout son genre. Tiens. Non, j'en ai pas besoin. En fait, moi j'ai choisi un passage au début, quand Jeanne, justement, va partir de Vaucouleurs. Les 7 cavaliers en tenue de voyage attendaient de Baudricourt le signal du départ. Devant était le guide, Collet de Vienne, qui d'ordinaire acheminait entre Vaucouleurs et la Loire les messages échangés entre le capitaine et le roi. Près de lui se tenaient Jean de Metz et un autre homme d'armes, Bertrand de Poulengy. Ami de Jean, il s'était porté volontaire pour cette mission. Leurs 2 serviteurs et Richard, un des archers de la compagnie désigné par son capitaine, les suivaient. Jeanne, sur un cheval qu'un palefrenier tenait par la bride, regardait les visages tournés vers elle, taches claires dans la pénombre. Pour protéger du froid son cou découvert, elle avait relevé sa pèlerine. À pied, comme tous les assistants, Baudricourt était près de la jeune fille, à hauteur de sa jambe ô beauté. Sur un signe de lui, elle se découvrit. De sa main gantée, il avait saisi à plein corps l'épée tendue par son écuyer et la présentait à la jeune fille. Elle la saisit par la poignée et la contempla un instant, comme si elle cherchait son reflet sur la lame. Jean de Metz s'était rapproché et, se penchant vers elle, avait bouclé autour de sa taille un baudrier. Elle glissa l'arme dans le fourreau. On entendit le fer frotter le fer. Baudricourt dit quelques mots. Jeanne acquiesça de la tête, et les chevaux, en s'ébrouant dans la buée de leur respiration, s'avancèrent vers l'ouest qu'avait conquis la nuit. Merci Ariel. Elle a dompté les hommes. Oui, alors la relation aux hommes, elle est claire. Hein. Ah oui, ça. Alors là, vraiment, aucun risque. Elle est d'une, je sais pas, elle est une aura, enfin, personne ne la touche, quoi. C'est vraiment Ah oui. un magnifique personnage. Dans l'histoire, on a d'autres exemples comme ça de personnes de ce niveau d'inspiration, on va dire. Est-ce que vous avez réfléchi à la question? Est-ce que c'est vraiment un phénomène extraordinaire? Dans la littérature, non. Mais dans l'histoire politique, non. Non. Dans Si l'histoire. je puis me permettre, Michel, moi je suis frappé, on en avait parlé déjà ensemble, par le fait que dans cette même région, à 50 km, à Colombey, Oui. d'un coup, un homme s'est dressé devant l'impossible, l'envahissement de la France, a parlé, alors il n'y a pas eu des voix, mais il en a donné. Il avait et des réponses aussi. la similitude est Oui. troublante. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que dans des figures comme Jeanne, on ne peut trouver que dans la littérature. C'est pour ça que je parlais de Rimbaud, mais de toute littérature, de tout grand écrivain, tout ça sort, ça, ou de tout grand artiste. Elle est de cet ordre. Mais il y a des moments, dans des situations de crise, où seule la parole peut sauver, peut donner la direction. Et là, c'est De Gaulle, c'est Churchill, effectivement. Dans le cas de De Gaulle, la relation avec Jeanne d'Arc, elle est très consciente. Hein. Et moi, je pense qu'il a dit qu'il s'installait à Colombey, les 2 églises, qu'il s'installait là parce que, c'était pas cher, c'est vrai, hein, c'était pas les endroits c'est pas la côte d'Azur, hein. C'était pas cher, et que lui, il avait qu'une seule d'officier, de commandant à ce moment-là, c'était pas cher, et c'était pas loin des garnisons de l'Est de la France où il était appelé à servir. Donc c'est les 2, il le dit, il a écrit, c'est les 2 raisons qui l'avaient motivé. Oui, ouais, c'est aussi parce qu'il y a Jeanne d'Arc qui est née juste à côté, quoi, hein, et qui sait que là, c'est un territoire tout à fait particulier. Hein, parce que la raison militaire qu'il donne, la proximité des garnisons de l'Est en France, oui, mais la raison militaire, c'est aussi que les premiers endroits envahis. Hein, donc quand on est militaire, il vaut mieux se mettre plus au sud. Hein, sa famille, hein, on la met plus au sud. Et sur le prix, il aurait pu trouver dans le Cantal, il aurait pu trouver des maisons encore moins chères. Hein, voilà, je pense. Hein. Non, je crois que cette figure rayonnante, cette figure magnétique de Jeanne d'Arc a compté beaucoup pour lui. Et dans la méditation, parce qu'il faut l'imaginer dans ces jours de mai et de juin, de Gaulle, mais Churchill aussi au même moment, dans leur méditation, quand tu te demandes ce qu'il faut faire,
Et il y a dû avoir ces moments-là, même s'ils sont des gens déterminés. Ils ont eu ces moments-là. On le sait dans le cas de Churchill. De Gaulle n'avouait pas ses doutes, mais il a dû avoir ce moment. Eh bien, évidemment qu'il a pensé à l'histoire de Jeanne d'Arc, à la détermination de cette fille. Bien sûr, et que ça l'a certainement conduit. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, on va peut-être passer maintenant au moment un peu plus personnel. Vos projets, puisque on a donc lu les 2 romans de Claude Monet, on a lu Les Forêts de Ravel, celui-ci. Là, je suis en train d'écrire un roman, et je suis en train d'écrire un roman qui pour l'instant s'appelle Viviane, et où la part de fiction sera plus importante, et qui est à la fois très éloignée et très proche de Jeanne. C'est encore une femme, mais ça se passe quasiment à notre époque, au XXe siècle, et c'est un roman qui est inspiré de la vie étrange de Viviane Mayer, la photographe américaine, voilà, dont on a découvert, qui a été nourrice toute sa vie, et dont on a découvert à la fin de sa vie qu'elle avait pris des milliers de photographies et qu'elle ne les avait jamais montrées. Et que c'est une très grande artiste de la photo de rue. Hein. Et elle est originaire de pas très loin d'ici, enfin bon, c'est pas la même région, mais elle est originaire d'un village au-dessus de Gap, des Hautes-Alpes. Et elle a passé de 6 ans à 12 ans. Elle est allée à l'école communale, c'est-à-dire qu'elle a fait du cours préparatoire toute l'école communale, elle a fait son cycle en France, dans un village des Hautes-Alpes. Donc ce contraste entre New York et la vie rurale d'avant-guerre, hein, et puis ce phénomène étrange. D'abord, la photographie, c'est quelque chose d'étrange. Voilà. Je crois que ça fascine tous les écrivains. C'est étrange, ça arrête le temps. C'est à la fois la vie et la mort, c'est troublant. Et elle, en plus, elle ne les montre pas. Hein. Et puis, elle a cette double origine, enfin cette relation compliquée, une vie sentimentale apparemment nulle, et elle meurt un peu tristement. Enfin, bon, j'écris une histoire qui est largement inspirée de la vie de Viviane pour essayer de saisir le mystère de cette femme. Hein, eh bien, écoutez, on a hâte de le lire. Voilà. Merci beaucoup. Mais j'ai un autre projet, parce que parce que je vais écrire la suite du Bon Cœur. Et oui. Et c'est en le déplaçant. Je ne sais pas si je l'avais dit à Montélimar il y a 2 mois. Je crois pas. Un nouveau projet. Ça a commencé à Montélimar, mais ça fait 2 mois que je vois à peu près l'idée se former. Maintenant, je vais écrire la suite du Bon Cœur. Je l'ai dit à mon éditeur, et j'en suis sûr. Je vais raconter le procès en réhabilitation, parce que ça n'a pas été. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'on retrouve. Au procès en réhabilitation, il y a une centaine de personnes qui ont connu Jeanne d'Arc, qui sont venues témoigner et qui ont déposé Dunois, donc Jeanne d'Alençon, le duc d'Alençon, Dunois, Jean de Metz, le premier, hein, a témoigné, la mère de Jeanne a témoigné, Guillaume Manchon, le notaire dont je parle, a témoigné, plusieurs des juges ont témoigné, Thomas de Courcelles, dont j'ai parlé, a témoigné. Vous voyez, et donc on a le retour, 25 ans après, sur l'histoire. Voilà, un bon filon. Ben, merci beaucoup, Michel. Merci. Si vous souhaitez, on peut maintenant passer un petit moment de dédicace.